Bonjour à tous, bienvenue à ce club visio Travail de nuit et santé, quels impacts, quelle prévention, webinaire qui devrait durer 1 heure. Webinaire qui est également organisé par la Fédération des URPS, l'URPS médecins et les acteurs du plan régional de santé au travail qui vont vous être présentés juste après. Donc aujourd'hui, nos intervenantes seront Madame Laurence Webel, qui est docteur en neurosciences et chronobiologiste à l'INRS, et Madame Myriam Brûlé, qui est infirmière santé au travail au CIHL. Et donc, je vous le rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'onglet chat et on pourra y répondre en fin de webinaire. Voilà, donc je vais laisser la parole aux acteurs du PRST4 pour vous présenter un petit peu le contexte de ce webinaire. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents. Donc en fait, je vais résumer très rapidement en fait l'ensemble du webinaire. Donc ça s'inscrit dans une action du plan régional santé-travail autour duquel il y a énormément d'acteurs, notamment pour cette action en particulier où on a donc l'adresse, l'ARACT, Santé publique France, l'ARS, les services de prévention et de santé au travail et Présence Centre Val-de-Loire et les URPS. Donc, l'objectif, c'était d'organiser un webinaire à peu près d'1 heure sur le travail de nuit et ses effets potentiels afin de renforcer en fait la prévention sur cette thématique-là, grâce et via vous et votre relais en tant que professionnel de santé. Donc, dans ces aspects-là, je vais passer la parole à Madame Webel pour pouvoir dérouler sa présentation qui est un peu quand même le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Merci à vous. Bon, ben, bonjour à tous. Après ces petits ajustements techniques, voilà, donc je suis ravie de partager ce petit moment avec vous autour du travail de nuit, de ses effets, de ses mécanismes, et je finirai quand même par quelques messages de prévention. Donc, je suis chronobiologiste. Donc, la chronobiologie, c'est la partie de la biologie qui s'occupe qui étudie la structure temporelle des organismes. Et je travaille à l'INRS, qui est un institut dédié à la recherche et à la diffusion des résultats de ces recherches dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Voilà. Alors, en guise d'introduction, quelques petits éléments de contexte et d'exposition, à savoir que actuellement, il y a environ 11% des personnes qui travaillent au moins occasionnellement de nuit en France. Ce sont les derniers chiffres de la DARES en 2024. Mais si on les interroge concernant la soutenabilité de leur travail, ils sont pratiquement la moitié à estimer ne pas pouvoir tenir ce rythme jusqu'à 60 ans, parce que c'était une question qui a été posée et qui avait été définie lors d'une enquête qui date de 2012, me semble-t-il. On la poserait différemment aujourd'hui avec le recul de l'âge de la retraite, sujet d'actualité. Concernant les horaires atypiques de façon plus large maintenant que le travail de nuit, on a cette fois-ci non plus 11%, mais 45% des salariés et 78% des non-salariés qui sont exposés au moins une fois sur le mois précédent à ce qu'on appelle du travail en horaire atypique. Donc là, on comprend à la fois le travail du soir, le travail du week-end et le travail de nuit, sachant que travailler le samedi est vraiment la modalité atypique la plus courante, toujours selon des chiffres de la DARES. Et si on s'intéresse maintenant aux personnes qui travaillent régulièrement en horaire atypique, on a un chiffre un peu plus faible, mais qui est quand même assez conséquent, à savoir que 36% des salariés en 2019 travaillent de façon habituelle en horaire atypique, qui comprend donc le travail de nuit, mais également le travail décalé du matin, décalé du soir, le travail fractionné, le travail du week-end. Alors, quels sont les mécanismes finalement qui sont impliqués? Pourquoi ça pose problème de travailler la nuit? En fait, l'existence même des rythmes biologiques, en fait, ce sont des mécanismes qui résultent de notre exposition à la rotation de la Terre. Et cette rotation de la Terre nous expose périodiquement à des périodes d'obscurité et des périodes de lumière. Et pour faire face à cette alternance de lumière et d'obscurité, les individus vivant sur la planète Terre ont mis en place des stratégies d'adaptation. Et parmi ces stratégies d'adaptation, on a ces fameux rythmes biologiques qui vont être très présents dans ma présentation
présentation aujourd'hui. Donc, c'est quoi un rythme biologique? Donc, l'être humain, l'humain est rythmique, hein, et l'autre particularité, c'est que l'humain est diurne. Donc, on est vraiment génétiquement programmé pour être actif en journée et pour être au repos la nuit. L'être humain est rythmique, ça veut dire que la plupart de nos fonctions biologiques, notre physiologie est organisée en rythme. Et un rythme biologique, c'est la variation prévisible d'un phénomène sur l'espace-temps, une variation régulière et prévisible d'un paramètre sur l'espace-temps. Et on va le voir, la plupart donc, de nos fonctions physiologiques évoluent selon des rythmes biologiques. Parmi ces rythmes biologiques, on va particulièrement parler d'un rythme que l'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien ou les rythmes circadiens, ce sont des rythmes qui sont définis avec une période d'environ 24 heures, donc environ autour d'une journée. Et de façon assez originale, ces rythmes ne sont pas des réponses passives aux fluctuations de l'environnement, mais sont bien de nature endogène. On a en effet identifié dans les années 80 l'existence d'une petite structure paire dans le cerveau, donc il y en a une par hémisphère, que l'on appelle le noyau suprachiasmatique parce qu'il est situé au-dessus du chiasma optique au niveau d'une région de l'hypothalamus. Et ce noyau suprachiasmatique est le siège de l'horloge biologique centrale chez tous les mammifères. Et cette horloge biologique centrale, que l'on appelle aussi horloge circadienne, va vraiment gouverner et mettre en place l'ensemble de notre physiologie rythmique. Alors, on sait qu'en plus de cette horloge principale, nous avons des horloges périphériques ou horloges secondaires qui vont être localisées dans l'ensemble de notre organisme. Et en fait, il faut vraiment penser l'organisme humain comme étant un organisme multi-horloge avec une horloge principale qui est donc le chef d'orchestre et des horloges secondaires qui vont être localisées dans l'ensemble de notre organisme. Comment ce système fonctionne? On sait aujourd'hui, et ça on le sait grâce aux expérimentations qui ont été menées notamment par Michel Siffre et un ensemble de collègues chronobiologiques qui se sont isolés, qui ont vécu des expériences d'isolation temporelle dans des grottes, etc. C'est là qu'on a compris que finalement, quand on n'est pas soumis aux fluctuations de l'environnement, notre horloge circadienne s'exprime selon un rythme qui lui est propre et que quand on est soumis à notre environnement, quand on vit dans notre environnement, quand on n'est pas dans un labo, quand on n'est pas dans une grotte, on va avoir une influence majeure des synchroniseurs de l'environnement qui sont représentés ici schématiquement sur cette diapositive avec donc cette alternance de lumière et d'obscurité. Donc, on parle de synchroniseur ou de Zeitgeber. La plupart les premiers chronobiologistes, c'était les Allemands, d'où le terme de Zeitgeber ou de donneur de temps, encore en France, en français. Donc, en fait, ces synchroniseurs vont agir sur l'horloge biologique principale. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, si je l'utilise, voilà, pour pointer. Donc, l'horloge principale qui est schématisée ici, les horloges périphériques. Et vous avez donc un ensemble de signaux de l'environnement qui vont agir et qui vont synchroniser cette horloge tous les jours sur exactement 24 heures. Parmi ces signaux de l'environnement, le plus puissant, c'est vraiment l'alternance de lumière et d'obscurité. C'est ce qu'on appelle la synchronisation photique. Mais à côté de ces influences photiques, nous avons aussi des facteurs non photiques qui sont énumérés ici sous la diapositive, comme par exemple certains facteurs comportement. Le fait de faire de l'exercice physique va aussi apporter de l'information à l'horloge, le fait d'être en privation de sommeil ou encore certains facteurs nutritionnels, comme par exemple l'horaire des repas qui va agir sur les horloges périphériques et la composition des repas qui va agir sur l'horloge principale. Et l'ensemble de ces synchroniseurs vont donc agir sur nos réseaux d'horloges et vont les synchroniser selon une temporalité, donc 24 heures exactement si on est soumis à notre environnement et soumis à l'alternance lumière-obscurité. Et ça va permettre d'établir ces fameux rythmes biologiques chez l'homme. Donc ici, vous avez représenté à titre d'exemple trois des principaux rythmes biologiques connus et d'influence circadienne majeure, que sont le rythme de mélatonine tout en haut. La mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée exclusivement la nuit, pendant notre période de sommeil, et qui donc permet l'endormissement. C'est vraiment l'hormone associée à l'obscurité et à l'endormissement. Le rythme de température interne, qui est situé ici au milieu de la diapositive, et qui évolue, comme vous le voyez, en opposition de phase par rapport au rythme de mélatonine, et qui, au contraire de la mélatonine, est donc associé le rythme de température à des niveaux très très faibles pendant le sommeil et
le sommeil ne peut survenir que lorsque la température interne chute. Voilà. Et enfin, troisième exemple, le rythme de cortisol qui est représenté ici en jaune. Le cortisol, c'est l'hormone de l'activation, ça fait partie, c'est l'hormone du stress que vous connaissez certainement. Et cette hormone du stress, elle a un rythme très très caractéristique, mais qui me permet vraiment d'expliciter et de vous montrer que la physiologie ne laisse rien au hasard. Cette hormone de l'activation, elle est très très faiblement sécrétée pendant le sommeil et elle a des niveaux qui augmentent pour atteindre un maximum à peu près au moment du réveil, afin justement de fournir l'énergie nécessaire à notre journée. Et ces taux restent plus ou moins élevés. Juste en journée, ils sont assez élevés, puis ils baissent justement pour permettre le sommeil la nuit suivante. Donc en fait, la physiologie, c'est pas un hasard, il y a une pertinence à ce que certains événements, certaines enzymes, certaines hormones soient sécrétées plutôt à tel moment qu'à d'autres du nictémère. Donc, je vous le disais, synchroniseur principal, le cycle lumière-obscurité. Donc, ça, on le sait depuis plusieurs années, mais on a découvert en 2002. Donc, 2002, c'est assez récent pour le monde de la recherche. Donc, 2002, on a découvert que non seulement le cycle lumière-obscurité était le synchroniseur principal de l'horloge circadienne centrale, mais qu'en plus, pour agir, la lumière utilisait des voies non visuelles spécifiques qui était entièrement dédié non pas à la vision, mais entièrement dédié à la synchronisation du système circadien par la lumière. Autrement dit, nous avons un troisième type de photorécepteur dans notre rétine. On connaît tous les cônes et les bâtonnets. Et bien, depuis 2002, on connaît ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine, qui sont donc des photorécepteurs qui vont être impliqués non pas dans la vision, mais qui sont exclusivement réservés à la synchronisation du système circadien par la lumière. Et ces cellules ganglionnaires à mélanopsine sont particulièrement sensibles à une lumière autour des 480 nanomètres. C'est ce qu'on appelle la lumière bleue. Et donc, ça vous fait référence certainement à des choses que vous avez dû entendre parce que c'est souvent publié. Il y a beaucoup d'articles sur ça, sur l'exposition des enfants aux écrans, sur l'exposition à la lumière bleue qui est nocive et qui retarde l'endormissement, etc., etc. Donc voici à titre d'exemple quelques fonctions biologiques contrôlées par le système circadien avec par exemple une production de mélatonine qui commence comme je vous le disais en début de nuit et qui va être sécrétée sur l'ensemble de la nuit qui va s'achever le matin à 7 heures à peu près 7-8 heures du matin, un sommeil profond qui survient en début de nuit, un sommeil paradoxal qui survient en deuxième partie de nuit, une température corporelle qui est minimale vers 5-6 heures du matin pour justement et qui chute pendant l'ensemble du sommeil, des mouvements intestinaux qui commencent le matin, une coordination motrice à son meilleur niveau en début d'après-midi, etc., etc. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes construits autour de rythmes biologiques, et que ces rythmes biologiques ne sont pas là au hasard, et que vraiment, ce qui est important, c'est l'importance des rythmes exprimés au bon moment, c'est-à-dire l'importance d'une mélatonine sécrétée la nuit, l'importance d'un cortisol bas en début de nuit pour permettre un sommeil de qualité, l'importance d'un cortisol élevé en début de journée pour permettre de mobiliser de l'énergie nécessaire à notre journée, etc., etc. L'importance, on pourrait encore citer en exemple l'hormone de croissance dont le pic de sécrétion majeur est associé systématiquement au premier épisode de sommeil à ondes lentes et qui donc, ce sommeil à ondes lentes permet la croissance et permet la sécrétion de l'hormone de croissance et qui est donc extrêmement important, notamment chez les jeunes enfants. Voilà. Alors, on a vu comment fonctionnait cette physiologie de façon optimale en conditions normales, en conditions usuelles. Quel est donc maintenant l'effet du travail de nuit? Pourquoi finalement le travail de nuit va poser problème? En fait, le travail de nuit va poser problème pour une raison qui est illustrée sur cette diapositive, à savoir que l'exposition à la lumière quand on est soumis à du travail de nuit ou du travail posté avec des pauses de nuit est extrêmement anarchique chez les individus exposés à ce type de travail. Vous avez ici représenté 4 courbes qui représentent 4 expositions à la lumière chez 4 individus qui font des cycles de travail différents. Vous avez en bas à gauche représenter ce qu'on pourrait appeler la situation témoin, avec un individu qui, pendant cette semaine-là, va bosser 2 jours
en journée, day pour journée, puis il va être 4 jours en repos, day off, et enfin il reprend une journée de travail. Vous voyez qu'il y a une très très grande régularité d'exposition à la lumière. En fait, on a mis un capteur au niveau de l'œil et on a finalement enregistré la perception lumineuse chez cet individu. Donc vous voyez cette très grande régularité. Sur les 3 autres courbes, vous voyez des expositions à la lumière lors de cycles de travail totalement différents. Par exemple, chez cet individu en haut, à gauche, vous avez un individu qui va faire 2 pauses de nuit, puis il va être 4 jours en repos et à nouveau un pause de nuit. Et vous voyez que la régularité que l'on a connue chez l'individu témoin n'existe plus. Et c'est aussi le cas à droite chez les 2 autres travailleurs postés, où vous avez en haut un individu qui va être 2 jours en congé, puis il va être 2 jours en poste de journée, une nuit de travail, un jour de congé, une nouvelle nuit de travail. Et vous voyez là aussi une très grande irrégularité d'exposition à la lumière. Et pareil pour cet individu-là, c'est encore plus marqué, qui va faire 2 jours de travail, une nuit de travail, un jour de congé et qui va finir sur 3 nuits de travail. Vous voyez ici la très grande irrégularité d'exposition. En fait, le problème du travailleur de nuit, ce n'est pas un problème de quantité de lumière reçue, c'est un problème d'exposition anarchique et de mauvais moments d'exposition à la lumière. C'est-à-dire qu'on n'est pas exposé à la lumière au bon moment. Et ça va poser problème parce que, en fonction du moment où on est exposé à la lumière, l'horloge biologique va vraiment, comment dire, il y aura des effets qui seront complètement différents sur notre horloge biologique. Donc, ce qui se passe quand on travaille la nuit, c'est ce qui est imagé sur sur ce schéma, à savoir qu'il va y avoir un conflit entre les informations qui vont parvenir à l'horloge principale, les informations environnementales, que ce soit en termes d'exposition à la lumière, que ce soit en termes de repas, de moment des repas, de composition des repas. Donc, un premier conflit entre ces synchroniseurs et l'horloge circadienne principale, et un deuxième conflit qui va se situer entre les informations que va transférer l'horloge principale aux horloges périphériques. Et ces informations vont également aboutir donc à un conflit avec ces horloges périphériques. Associé à ce conflit, on a également, et ça a été bien montré à la fois par la Haute Autorité de Santé en 2012 et réaffirmé par l'ANSES, une dette de sommeil qui va être particulièrement marquée chez les travailleurs de nuit. Donc, vous avez finalement un message circadien qui va être celui d'une désynchronisation circadienne, à savoir que les rythmes ne seront plus en phase les uns avec les autres, avec des mélatonines, des sécrétions, des rythmes de sécrétion de mélatonine qui vont peut-être être dissociés de la période de sommeil, une sécrétion de cortisol dissociée de la période d'activité, etc., etc. Et associé à ces états objectivés dans plusieurs études de désynchronisation circadienne, on a également une dette de sommeil, à savoir que les travailleurs postés, travailleurs de nuit, sont des individus, des travailleurs qui vont dormir moins et qui vont avoir un sommeil de moins bonne qualité. Alors, quels sont les effets finalement de ces conflits, de ces désynchronisations et de cette dette de sommeil? Alors, ces désynchronisations, avant de passer aux effets, je vous ai mis 2 exemples de travaux. Là, c'est le travail de Marie Dumont, une collègue chronobiologiste à Montréal, qui a montré que même après plusieurs années de travail de nuit, l'horloge n'est pas synchronisée dans la grande majorité des cas. Donc là, elle a repris ici, sur ce schéma, on appelle ce schéma un actogramme. L'actogramme, c'est le schéma qu'on utilise en chronobiologie assez souvent finalement, où vous avez donc ici un nombre d'individus. Chaque barre noire correspond, voilà, chaque barre noire correspond finalement à la sécrétion de mélatonine chez une infirmière. Ça, c'est une étude qui a été faite chez 30 infirmières de nuit qui faisaient exclusivement de la nuit depuis 2 ans au moins, entre 2 ans et 20 ans. Et on a mesuré le taux urinaire de mélatonine chez ces 30 infirmières. Et vous voyez donc que ce sont des infirmières qui travaillent donc exclusivement la nuit, donc qui dorment exclusivement le jour. Donc normalement, la mélatonine aurait dû être associée à la période de sommeil qui est représentée ici, cette période de sommeil. Et vous voyez que cette mélatonine, elle est associée à la période de sommeil chez uniquement 16% des 30 infirmières. Donc uniquement 16% des infirmières qui font exclusivement de la nuit vont être synchronisées à leur activité de travail. 73% ne se décalent pas et 10% sont même en avance de phase. Autre exemple d'une autre équipe, qui est l'équipe de Joséphine Arendt dans la région de Londres, qui a montré cette fois-ci, pareil, vous avez aussi ces actogrammes. Alors, les zones ombrées, ce sont les zones qui correspondent aux périodes de sommeil. Voilà, ici, ici, ici. Et les petits points, c'est à chaque fois l'acrophase de sécrétion de la mélatonine. Donc là encore, on a pris la mélatonine comme marqueur de l'horloge.
Et ce sont des schémas, les trois schémas-là correspondent à trois systèmes de travail différents. Dans le premier schéma, vous avez des individus qui vont travailler 6 jours d'affilée. Donc là, ils sont du travail diurne. Vous avez leur mélatonine qui est bien synchronisée et bien présente pendant leur sommeil, pendant leur sommeil nocturne. Et ces individus vont finalement enchaîner après ces 6 jours de travail par 6 nuits de travail. Et vous voyez que là, la mélatonine ne se décale pas et reste complètement dissociée de la période de sommeil. Donc, il n'y a pas d'adaptation de ce rythme de mélatonine avec ce rythme de travail. Autre rythme de travail, des gens qui font des pauses du matin et qui après enchaînent sur 15 jours d'affilée de nuit. Et bien là, vous voyez qu'au bout de, on va en dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au bout d'une semaine à peu près, vous avez quasiment une adaptation complète du rythme avec le milieu de sécrétion de mélatonine qui est vraiment associé à la période de sommeil. Et enfin, dernier exemple, ce qu'on appelle des rotations rapides. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans les entreprises quand on parle de travail posté en 4-8, en 5-8 par exemple, des rotations très rapides où vous avez donc 3 matins, 3 après-midi, 3 nuits. Et vous voyez que là aussi, le rythme de mélatonine ne varie pas. Son acrophase reste au même moment, c'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas d'adaptation et que ce rythme de travail, donc en rotation très rapide, ne permet pas l'adaptation des rythmes biologiques. Je vous ai mis une publication de synthèse, où je regarde l'heure en même temps, ça va, une publication de synthèse où, donc ça c'est une publication de Diane Boivin au Canada, encore une fois, et qui a répertorié 33 études et elle a objectivé des états de désynchronisation dans toutes les études. Toutes les études, on pouvait montrer des désynchronisations de rythme qui n'étaient pas en phase les unes avec les autres. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le travail de nuit, même quand il est permanent, même quand les gens le font exclusivement des nuits, ces travailleurs, dans la majorité des cas, ne vont pas adapter leur système circadien à leur activité nocturne. Tout ce que je viens de vous expliquer concernant les mécanismes, comprendre pourquoi le travail de nuit a des effets sur la santé, vous le retrouvez dans une petite vidéo. Je vous ai mis le lien de la vidéo ici, que nous avons réalisée à l'INRS. Ça dure 3 minutes et ça explique de façon très, très pédagogique le fonctionnement des horloges et comment finalement les désynchronisations objectivées chez les travailleurs de nuit ont des effets sur la santé. Alors, maintenant qu'on a vu les mécanismes, quels sont les effets à court terme que l'on peut identifier concernant le travail de nuit? Donc, les effets à court terme, les premiers qu'on peut noter, c'est les effets sur la sinistralité, donc les accidents du travail, les accidents du trajet. Donc, la fréquence et la gravité des accidents de travail et des accidents de trajet sont augmentés. Ça, on l'a vraiment réaffirmé dans l'expertise ANSES sur le travail de nuit que vous connaissez certainement et qui a été publiée en 2016. Autre fait important, horaires et catastrophes industrielles. Toutes ces grosses catastrophes industrielles que vous connaissez ont toutes eu lieu la nuit et ont toutes été attribuées, au moins en partie, à des dysfonctionnements cognitifs liés à des problèmes de vigilance, d'hypovigilance pendant la nuit de travail. Autre étude, je vous ai mis 2, 3 études qui ont finalement exploré les effets du travail de nuit, du travail posté sur la sinistralité. Donc ça, c'est une revue où il y a une étude qui porte une revue de la littérature sur 14 études et qui montre bien l'effet délétère du travail posté, du travail de nuit sur la sinistralité et qui met en exergue la criticité, l'effet critique, on va dire, les effets critiques, pardon, des postes longs au-delà de 8 heures. Voilà, donc ça c'est beaucoup dans l'actualité. Je crois que je vous ai mis une autre référence où là aussi qui montre aussi que le travail posté, le travail de nuit et la durée des postes sont des facteurs de risque d'accident du travail et que travailler plus de 12 heures va doubler le risque d'accident. Voilà, actuellement c'est très très populaire. Travailler en 12 heures, c'est quelque chose d'extrêmement courant et de très très demandé, de très populaire auprès des salariés et pourtant c'est pas sans risque. Ça, c'est une vieille courbe de l'équipe de Folcar, mais que j'aime beaucoup montrer. C'est effectivement le risque d'accident du travail en fonction du nombre d'heures sur un poste de travail. Et vous voyez bien qu'au bout de la 9e heure, les risques d'accident du travail augmentent considérablement et vont même jusqu'à être doublés pendant la 12e heure de travail. Donc ça, c'est des études de laboratoire, mais qui sont très, très marquantes et qui montrent bien que finalement, ce risque augmente assez graduellement en fonction du nombre d'heures que l'on passe sur un poste de travail.
accident de la route, j'ai trouvé ça instructif. Je le projette assez souvent parce que pour la première fois, pour un accident de la route, l'effet de la vigilance et du travail était évoqué. Donc ça, c'est vraiment un article dans la presse quotidienne, hein, donc où vraiment il titrait pas de vitesse excessive, pas d'alcool, pas de stupéfiants, même pas un téléphone, juste la fatigue, celle qui s'infiltre après une journée de travail trop longue. Et au moment du jugement, la présidente du tribunal a eu ces phrases: vous étiez complètement décalé, vos horaires avaient été modifiés, vous étiez complètement décalé, résume la présidente du tribunal. Donc clairement, ce salarié, il sortait ce jour-là d'un poste de 12 heures, il était conscient de son épuisement, il avait tenté de faire une pause, mais que finalement, ça n'avait pas empêché, il l'avait certainement pas, voilà, il aurait dû s'arrêter de rouler, s'arrêter et faire. Bon, on va pas rentrer dans les détails de cette affaire-là, mais en tout cas, clairement, la vigilance et le risque routier, c'est clairement des effets très, très soulignés de ces travaux en horaire atypique. Des effets sur la performance, avec là aussi des études qui montrent que les erreurs médicales sont plus fréquentes en pause de nuit et en poste long, au-delà de 12 heures, que 46%, que 42% pardon, des erreurs ont lieu pendant le poste de nuit. Là aussi, ça, c'est une étude chez des professionnels de santé dans un hôpital. Voilà. Donc là aussi, sinistralité, accident du travail, mais erreurs erreurs auprès des patients, c'est aussi des choses qui sont beaucoup étudiées et qui ont vraiment été montrées comme étant en lien et qui sont défavorablement affectées par le travail en horaire atypique. Et enfin, privation de sommeil et performance avec cette vieille étude, mais qui est toujours d'actualité et qui questionne toujours, à savoir que c'est une étude de laboratoire qui a réussi à montrer qu'une dette de sommeil entraînait un risque accidentel équivalent à celui de l'alcool, avec donc une étude de labo avec des tests sur ordinateur qui a montré que 18 heures d'éveil, ça correspond à des performances sous une alcoolémie de 0,5 g par litre et que 24 heures d'éveil, ça correspond à des performances sous alcoolémie de 1 gramme litre pas d'alcool. Donc clairement, voilà, ça doit interroger, ça doit interroger par rapport à certains rythmes et certains systèmes d'astreinte et de garde qu'on voit encore dans les hôpitaux. Voilà, c'est pas anodin. Le sommeil et la privation de sommeil a de réels impacts sur la performance. Alors, quels effets à long terme? Alors, ces effets à long terme ont été réaffirmés par l'ANSES dans cette expertise collective publiée en 2016. Donc, expertise collective qui a fait le point sur les principaux effets sanitaires du sommeil, du travail post-travail de nuit. Et donc, on a exploré les effets sur le sommeil, la somnolence et les performances cognitives, la santé psychique, les troubles métaboliques, les pathologies cardiovasculaires et le cancer. Je reviendrai sur les effets sur le cancer juste dans quelques diapositives. Donc, on a classé à l'ANSES les effets en trois types d'effets: effets avérés, effets probables et effets possibles. En effet avéré, ça veut dire qu'on a vraiment énormément d'études et de preuves épidémiologiques chez l'homme. Donc, l'ANSES a classé en effet avéré le travail posté et ses effets sur la qualité et la quantité de sommeil, sur la somnolence et sur le risque de syndrome métabolique. Les effets probables, ce sont des effets sur les performances cognitives, sur la santé psychique, dépression et anxiété notamment, sur le risque d'obésité et de surpoids, sur le risque de diabète de type 2, sur le risque de maladie coronarienne et sur le risque de cancer. Et enfin, des effets possibles sur les anomalies de certains lipides sanguins et sur les risques d'hypertension artérielle et d'accidents vasculaires cérébraux. Des effets également sur la vie sociale et familiale, avec une limitation de la vie sociale, des déséquilibres dans le fonctionnement familial et une diminution de la qualité des relations parents-enfants qui a été soulignée dans cette expertise. Alors, on m'a demandé de faire un petit focus sur le lien entre travail posté, travail de nuit et cancer. Voilà, donc je vous ai mis quelques études très, très récentes. Voilà, il y en a beaucoup qui sont publiées. Je ne vous les ai pas toutes mis. Sachez que le travail de nuit a été pour la première fois classé comme un probable cancérogène par le CIRC. Le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une émanation de l'OMS et qui, en 2007, a classé le travail posté, le travail de nuit comme étant probablement cancérigène. Et ce qui est important, c'est ce que je vous ai mis ici en rouge, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dire shift work, travail posté avec nuit
est probablement cancérogène, mais vraiment, il a pointé le mécanisme, le cirque a pointé le mécanisme en disant le travail posté qui implique une désynchronisation circadienne, hein, circadian disruption, est probablement cancérigène chez l'homme. Donc, il a pointé le mécanisme à l'origine. Donc, ce sont bien ces désynchronisations circadiennes qui sont potentiellement responsables des effets cancérigènes du travail posté, travail de nuit. Le cirque a actualisé sa classification en 2019. Il a réaffirmé cette classification en cancérigène probable, en groupe 2A, mais il l'a étendu à 3 localisations de cancer, le cancer du sein, comme dans son alerte de 2007, mais également le cancer de la prostate et le cancer du côlon et du rectum. Il a étendu également le type de travailleurs étudiés. Il a étudié plusieurs secteurs d'activité, alors que dans sa première alerte, il y avait 8 études, hein. La première alerte de 2007 du cirque, il y avait 8 études qui ont été retenues seulement. C'est très, très peu. Et c'était des études chez des hôtesses de l'air et chez des infirmières. Là, il y a beaucoup plus d'études qui ont été retenues pour la classification de 2019. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le classement en groupe 2A a été maintenu. Et ce classement en groupe 2A a été réaffirmé par l'ANSES également. Alors, ça, c'est une étude française qui montre, qui s'est intéressée au lien entre travail de nuit et cancer du sein. Cette étude, elle est importante, pas parce qu'elle est française, même si voilà, on est quand même un peu, on peut être fier quand même, mais surtout parce que elle détaille très très finement plus finement que les autres études, en tout cas, l'exposition au travail de nuit. Alors ça, c'est un point principal qu'on n'a pas encore évoqué, à savoir qu'actuellement dans les études, la caractérisation de l'exposition au travail de nuit est souvent assez mal faite, c'est-à-dire qu'on manque de détails. Souvent, dans les études, sur des grandes cohortes, on a simplement exposé, non exposé. Est-ce que vous avez travaillé de nuit, oui, ou ou non, je n'ai pas travaillé de nuit. Mais ça, c'est pas suffisant pour comprendre quels sont les mécanismes impliqués, pour mettre en place des stratégies de prévention. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment savoir combien de nuits consécutives par semaine, quels étaient les horaires de travail, quel était le sens de rotation. Et c'est ce qu'on appelle la caractérisation de l'exposition au travail de nuit. Et celle-là, elle est souvent très, très mal faite. Et donc, dans cette étude française, en 2018, ils ont particulièrement bien, enfin mieux caractérisé cette exposition au travail de nuit. Donc, ils ont également tenu compte des données individuelles, bien sûr, et ils ont étudié plus de 6004 cancers du sein dans différents pays. Et ce que révèle cette étude, c'est qu'effectivement, il y a un sur-risque, 12% 12% de risque en plus quand on fait du travail de nuit versus jamais de travail de nuit. Ils ont également montré que ce risque il pouvait être augmenté selon certains rythmes de travail. Par exemple, plus de 3 nuits par semaine, vous avez un autre ratio à 1,8, donc qui est augmenté. 3 nuits par semaine, au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 10 ans, là aussi c'est augmenté. Donc vous voyez qu'il y a quand même une intensité du travail de nuit qui semble émerger et puis voilà, qui expose les salariés à plus de risques, plus on est exposé en termes de quantité de nuits par semaine, en termes d'années de travail posté, plus cela a l'air péjoratif. Une étude de l'INRS en français, je vous ai mis ici la référence pour que si ça vous intéresse, vous puissiez la télécharger, hein. Toutes les publications de l'INRS sont téléchargeables gratuitement sur le site de l'INRS. Donc, c'est une étude qui a été menée par une collègue et par le professeur Damien Léger à l'Hôtel-Dieu à Paris et qui a repris les résultats de 9 méta-analyses. Alors, les méta-analyses, c'est une méthodologie très, très robuste qui reprend plusieurs revues de la littérature. Donc, c'est extrêmement puissant. Et là, ils ont montré que le surrisque de cancer du sein associé au travail de nuit variait entre plus 5% et plus 48%. Vous voyez quand même le grand intervalle et la grande variabilité des effets selon les études, selon le type de travail de nuit étudié. Donc, tout ça, c'est bien précisé dans un tableau. Je vous ai mis ici à titre d'exemple comment se représente ce tableau. Mais en tout cas, selon les études, on a des risques qui vont de 5% à 48%. Plus récemment, en 2023, une étude très, très importante parce que pour la première fois, ils ont étudié, ces auteurs, l'association entre travail de nuit et cancer du sein dans une cohorte de jumelles plus précisément. Donc, une étude qui portait sur plus de 5700 jumelles.
Donc là, c'est important parce qu'on peut contrôler certains facteurs de confusion familiaux. Ils ont observé plus de 400, donc 407 cas de cancer du sein et ils ont pu montrer que les femmes qui travaillaient la nuit avaient un risque plus élevé de développer un cancer du sein par rapport à celles qui travaillaient de jour et donc indépendamment des facteurs génétiques. Donc ça, c'est une étude qui est importante, qui est bien faite. Et enfin, tout récemment, une Umbrella Review, donc ça c'est encore plus puissant qu'une méta-analyse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant en termes d'études, de revue de la littérature, on va dire, où là ils ont analysé plus de 1500 publications avec une augmentation du risque de cancer du sein global en moyenne de 14%. Mais vous voyez effectivement qu'ils ont aussi analysé les liens entre d'autres facteurs, notamment des facteurs individuels avec un âge supérieur à 40 ans qui là aussi va augmenter la probabilité d'avoir un cancer du sein, des antécédents de cancer du sein dans la famille qui l'augmentent considérablement aussi, le surpoids aussi, etc. Voilà. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Sur l'âge, on va pas pouvoir agir. Par contre, sur le fait d'être en surpoids, on va pouvoir agir. Sur le fait de faire du travail de nuit ou pas, souvent, en tout cas, même si on peut pas le supprimer dans certains secteurs, hein, je pense notamment au secteur sanitaire et social, on peut tenter de l'aménager pour qu'il ait le moins d'effets, notamment sur ces désynchronisations circadiennes. Je l'aborderai rapidement en fin de présentation. Voici les 5 mécanismes suspectés pour faire le lien entre cancer et travail de nuit. Le premier, c'est un mécanisme lié à ces désynchronisations circadiennes, mécanisme qui a été pointé par l'alerte du cirque. Le deuxième, c'est un mécanisme lié à la suppression de mélatonine. Le fait d'être exposé à la lumière la nuit, ça supprime ça supprime la sécrétion de mélatonine. Or, la mélatonine a des effets anti-cancer, notamment des effets sur les œstrogènes. C'est une hormone qu'on appelle euh, oncoprotectrice. Donc, quand elle est supprimée, elle ne remplit plus ce rôle. Troisième mécanisme, un mécanisme via la fragmentation pardon, du sommeil, l'activation de l'axe du stress et un effet sur le système immunitaire. Un mécanisme via des habitudes de vie qui sont un peu plus péjoratives chez les gens qui sont soumis aux horaires atypiques avec une diète, enfin des prises alimentaires plus irrégulières, avec un exercice physique souvent un peu moins d'exercice physique, avec des consommations d'alcool un peu supérieures, des gens qui fument un peu plus. Enfin, ces comportements de santé ont été décrits et peuvent avoir également une influence. Et enfin, un dernier mécanisme via une moindre exposition à la lumière enfin, au soleil et donc une réduction de la synthèse en vitamine D qui, elle aussi, a des effets anti-cancer. Voilà, donc pour finir, quelle prévention? Voilà, il me reste 2 minutes, je vais finir sur ça, mais pour vous donner des messages, pour finir sur un message un peu plus optimiste. Donc, une prévention à l'INRS, on déploie des messages de prévention primaire, donc centrés sur le travail. Donc, on connaît aujourd'hui, donc là, je vous ai mis les références de 4 fiches pratico-pratiques à destination des employeurs et des entreprises. Une première qui s'intéresse à l'optimisation des horaires et des rythmes de travail. On sait que travailler la nuit, c'est péjoratif. Par contre, on connaît aujourd'hui les organisations du travail qui sont les plus toxiques. On a pris un exemple, on a parlé avant des rotations courtes. On sait qu'une rotation courte où les gens changent de poste toutes les 2, 3 nuits est beaucoup moins toxique, beaucoup moins délétère qu'une rotation intermédiaire type 3-8 où on va changer de poste toutes les semaines, par exemple. Donc, tout ça, c'est rappelé dans cette fiche pratique. Adapter le contenu de travail et l'environnement de travail. On sait aujourd'hui aussi qu'il vaut mieux et qu'il faudrait adapter le contenu de travail. On ne peut pas faire le même travail en journée qu'en nuit. Le travail de nuit n'est pas un travail de jour fait la nuit, hein. C'est bien plus compliqué que ça. Une fiche entièrement dédiée à la pratique de la micro-sieste qui pour nous est vraiment un médicament contre les effets, notamment les effets en termes d'hypovigilance et de somnolence, ont donc des effets directs sur l'accidentologie, donc des micro-siestes sur le lieu de travail, pendant le poste de travail. Et enfin, une fiche dédiée à l'information et à la sensibilisation des équipes. Un fascicule que vous pouvez télécharger sur le site de la CARSAT Alsace-Moselle qui s'intéresse spécifiquement aux effets du travail en 12 heures, qui vraiment fait un résumé de tous les risques et de tous les surrisques du travail de nuit en 12 heures par rapport à un travail de nuit en 8 heures.
Et enfin, je vous ai mis ici un outil développé par ma collègue Marie Dumont au Québec et qui vraiment qui s'intitule Mieux vivre le travail de nuit, outil interactif en ligne, qui est un outil totalement gratuit à disposition des travailleurs de nuit pour les aider à mieux gérer et à mieux adapter leur sommeil à leurs horaires atypiques. Il est vraiment très très bien fait et voilà, il rend vraiment le salarié, le travailleur de nuit acteur de la gestion de son sommeil. Voilà, et le site INRS, vous allez retrouver tout un dossier sur les effets du travail en horaire atypique et où vous trouverez la plupart enfin, vous allez retrouver une synthèse de tous les résultats et de tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui, mais également des informations sur la réglementation, une foire aux questions avec les questions qu'on nous pose assez systématiquement, par exemple sur le type de rotation, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, un 3-8, un 4-8, un 5-8. Voilà, vous allez trouver l'ensemble de ces éléments sur le site internet de l'INRS. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter mon partage afin de permettre à ma collègue de partager son diaporama. Voilà. Oui. Merci, docteur Webel, oui, pour votre intervention. Donc, la parole maintenant à Madame Brûlé. Donc, je me présente, je m'appelle Myriam Brûlé, je suis infirmière santé-travail au service de prévention et de santé au travail interentreprise, le CIHL 45, qui est donc le comité interentreprise d'hygiène du Loiret. Donc, pour rappel, les rôles des services de prévention et de santé au travail, ils ont une mission essentielle, c'est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc, en fait, le rôle va être à la fois envers les employeurs et les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs. Alors, au niveau législatif, sur le suivi des travailleurs de nuit. Le suivi, ça fait partie du suivi individuel adapté qui concerne le suivi médical des salariés dont l'état de santé, l'âge et les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent. Donc, il y en a un certain nombre, dont les jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes, etc. Et donc, parmi eux, il y a les travailleurs de nuit. Pour cela, ils doivent au maximum avoir une visite d'information et de prévention initiale avant leur prise de poste. Et ils ont aussi un suivi périodique qui va s'instituer au maximum tous les 3 ans. Euh, je reviens sur le rôle que l'on peut avoir au niveau des services de prévention et santé au travail, puisque je vous ai dit à la fois employeur et travailleur. Donc, le docteur Webel en a parlé. On va avoir des actions au niveau des employeurs qui vont se faire du côté d'une prévention primaire, où là, on va conseiller l'employeur sur les contraintes physiques ou mentales qui existent au niveau du travailleur et donc sur les rythmes qui sont mis en place et éventuellement qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Alors donc le docteur Webel a parlé de tous les documents INRS qui sont à la portée des employeurs ou nous-mêmes pour baser notre message de prévention. Donc j'en ai mis quelques-uns là, mais c'est comme limiter le nombre de nuits consécutives, favoriser le maximum des week-ends de repos, prévoir plutôt des rotations rapides. Alors, bon, des fois, les sources sont différentes. Et puis aussi, par rapport à la baisse de vigilance, adapter la charge de travail de nuit, prévoir des pauses régulières et micro-siestes. Et puis aussi, comme il peut y avoir du stress, c'est organiser le travail binôme en équipe et des rotations stables et prévisibles. Je peux vous citer un exemple, je serai rapide, mais on a une population de salariés et ou intérimaires et on va les interroger parce que c'est des gens des fois qui sont en remplacement et donc ils vont enchaîner des rythmes qui sont tout à fait avec des changements irréguliers.
ce que disait le docteur Webel, donc un coup de jour, un coup de nuit, un coup, etc. Et ce qui est très compliqué pour ce genre de salariés. Donc, par rapport à ça, il va y avoir aussi une mise en place d'une surveillance médicale adaptée et on va informer et former les salariés à ce genre de... Quels sont les messages de prévention qu'on peut leur mettre en place à chaque fois. Excusez-moi, je suis peut-être un peu confuse. Donc, notre rôle, nous, à notre niveau, va être à la fois en établissant la fiche d'entreprise où on va donner des conseils aux salariés, aux employeurs. Elle va le faire un état des lieux et on va donner aussi des messages de prévention. Et il va y avoir aussi des participations au comité santé, sécurité et des conditions de travail pour aussi voir ce qu'il en est et faire aussi des messages. Et il peut y avoir aussi des sensibilisations envers les managers ou salariés en groupe, toujours sur les moyens de prévention pour réduire les impacts du travail sur la santé. Et il y a aussi une information et un rappel aux employeurs sur la nécessité de déclarer les risques auxquels sont exposés les salariés, puisque on se retrouve face à des salariés lors des entretiens individuels à qui on va demander de faire leur description de poste et qui n'ont pas toujours été déclarés en surveillance individuelle adaptée. Donc, on va faire des messages de rappel aux employeurs. Donc, les leviers complémentaires qu'on peut avoir, c'est de la mise à disposition de supports de prévention, des plaquettes, des livrets, que l'on retrouve sur les différents sites de prévention santé travail interentreprises, qui sont à la fois à destination des employeurs et des salariés, et qui sont remis et commentés lors des entretiens de suivi individuel des salariés pour leur donner des conseils par rapport au rythme de repos quand ils sont en dehors de leurs heures de travail. Et comme l'a souligné le docteur Weber, aussi sur des conseils d'hygiène de vie, puisque il faut essayer au maximum de les aider pour apporter le maximum de prévention de ce côté-là. Donc, en fait, on va les interroger lors du suivi individuel sur leurs différentes habitudes de vie, le sommeil, l'alimentation, la consommation de tabac et autres addictions ou excitants. Et ça peut nous donner justement ce que je viens de vous dire, euh, des informations sur comment gérer ses repas, comment récupérer au niveau sommeil avec des micro-siestes, etc. On va interroger aussi la personne sur sa santé, bien entendu, sur le suivi médical qui est mis en place et sur l'apparition éventuelle de pathologies. Et donc, on va recueillir différentes données biométriques avec le consentement du salarié sur sa tension, pouls, poids, diamètre abdominal, bandelette urinaire, et ce qui va nous permettre de les orienter éventuellement s'il y a besoin. Et il y aura aussi une information sur les relais possibles en externe qui est faite selon les cas vers le médecin généraliste, spécialiste ou relais associatif de d'hygiène de vie. Voilà, ce sera tout pour moi. Très bien, merci Madame Brûlé. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, soit à l'oral, soit dans le chat. Non. Écoutez, visiblement, on n'a pas de questions. On avait une remarque dans le chat. Je ne sais pas si, Dr Webel, par exemple, vous avez des éléments à apporter dessus, mais qui mettait en relation les chiffres que vous avez donnés sur le travail de nuit et le risque et le manque de sommeil et les gardes de 24 heures aux urgences ou à l'hôpital. Je ne sais pas si Mm.
Si c'est quelque chose qui est pris en compte, qui est enfin, suffisamment pris en compte, on va dire, ou, Bah, malheureusement, c'est pas tout ce qui concerne la permanence des soins, c'est très peu pris en compte pour l'instant. Il y a des gardes de 24 heures qui persistent. Je pense que ça fait référence à la diapositive sur l'étude en laboratoire avec l'équivalence des taux d'alcoolémie. Voilà, il y a une vraie réflexion. Il faudrait vraiment initier une vraie réflexion sur les durées des gardes en France. Alors aux États-Unis, ils avaient étudié, ils avaient négocié, ils avaient réussi à ne pas dépasser 20 heures de garde, mais encore 20 heures, c'est énorme. Ou 16 heures, me semble-t-il, ils ont été descendus jusqu'à 16 heures, mais c'est encore trop. Voilà, il faudrait vraiment s'interroger et prendre le temps de s'interroger sur la durée des gardes et des astreintes. Mm. merci. Ouais. Est-ce que d'autres participants éventuellement voudraient partager aussi un témoignage s'ils sont amenés voilà, à travailler la nuit, à effectuer des gardes, n'hésitez pas. Si pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Alors, on a une question dans le chat. En termes techniques, cons- quel matériel conseillez-vous pour l'exposition à la lumière? Je suis pas sûr d'avoir très bien lu la question. Vous En conseillez du termes matériel? techniques, vous conseille du matériel pour exposition à la lumière. En fait, l'exposition à la lumière, pourquoi il faudrait du matériel? On s'expose à la lumière naturelle. Je comprends pas trop la question en fait. Si la personne peut, je sais pas, préciser ce qu'elle entend par ce qu'elle souhaiterait savoir. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous conseillez comme matériel pour aider plutôt en début de nuit à être bien exposé à la lumière et moins exposé en fin de nuit. Alors, on Ah, donne par toujours rapport les aux mêmes travailleurs conseils. de nuit sur leur poste de Bah, travail, vous oui, parlez de oui, ça? c'est un peu le sujet du jour, oui, tout à fait. Ouais, ok. Du coup, alors, il y a très très peu d'études et de publications scientifiques sur ce sujet. Nous, à l'INRS, dans un de nos labos, on commence à réfléchir sur ça. Pour l'instant, ce qui est préconisé, c'est vraiment une quantité de lumière suffisante en début de poste et peut-être un peu plus faible, une exposition un peu plus faible en fin de poste. Voilà, mais l'exposition à la lumière pendant le travail de nuit, ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite inverser la personne et l'adapter à son travail de nuit ou au contraire, est-ce qu'on souhaite la laisser caler sur un mode diurne, comme ce qui se passe quand on est en rotation très très rapide et du coup ne pas bouger ses rythmes et la préserver des désynchronisations. Donc l'exposition à la lumière, c'est quelque chose avec, c'est vraiment l'outil avec lequel on va pouvoir manipuler l'horloge biologique. Donc il faut savoir dans quel sens on veut la manipuler en fait. Donc, pour vous, c'est pas recommandé parce que le risque de désynchronisation en journée sur les périodes de repos. Alors, le risque de désynchronisation, il vient surtout des protocoles, enfin protocoles, il vient surtout de la façon dont on s'expose à la lumière en journée. C'est-à-dire que même quand on travaille de nuit, on va pouvoir peut-être être exposé à la lumière dans une fenêtre qui est extrêmement sensible quand on prend sa voiture pour rentrer après son poste de travail, hein. Donc là, ça va peut-être suffire pour décaler l'horloge biologique, ou alors on va pas du tout être exposé à la lumière ou très peu en sortant de son poste de nuit parce qu'on est en hiver et qu'il y a très peu de lumière, et on va plutôt s'exposer en sortie de sommeil. Voilà, donc tout ça, ça va avoir une influence. La lumière, en fait, ce qui est extrêmement compliqué, je ne l'ai pas abordé parce que je pense que ça aurait débordé. En fait, on a ce qu'on appelle une réponse de phase du système circadien à la lumière. C'est-à-dire qu'en fonction du moment où vous êtes exposé à la lumière, si vous êtes par exemple exposé à la lumière le soir, vous allez provoquer ce qu'on appelle un retard de phase de l'horloge. Si vous êtes exposé à la lumière le matin, vous allez provoquer une avance de phase. Donc en fonction du moment où on s'expose à la lumière, on peut avoir l'effet opposé à celui qui est recherché. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu à votre question ou si je vous ai embrouillé encore plus qu'avant votre question.
Alors, si je peux me permettre d'intervenir, docteur Webel et autres peuvent m'arrêter. Dans le cadre du PRST4, il y a aussi eu un travail important sur le risque routier et le sommeil. Et en fait, il y a aussi des sensibilisations qui sont faites à ce niveau-là. Et du coup, ce qui est bien dit, plutôt, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que, et les conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire que plutôt quand des gens travaillent de nuit pour éviter qu'il y ait une perte de vigilance, parce que c'est souvent ce qui est fait, on va diminuer la lumière dans les entreprises. Parce que bah, pour une consommation de moins d'énergie et ou se dire bah, c'est la nuit donc on met pas beaucoup de lumière et on va conseiller plutôt finalement aux employeurs bah, de laisser une lumière correcte de façon à ce que au niveau du cerveau des travailleurs, voilà, c'est ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qu'on veut exactement. Donc, si on laisse de la lumière, bah, il y a une vigilance qui reste. Et ce qu'on conseille aux travailleurs éventuellement, c'est bah, si quand ils rentrent chez eux, bah, surtout qu'ils restent les yeux bien ouverts, entre guillemets. Et on sait que souvent, bah, malheureusement ou heureusement, donc là je rentre dans des détails, mais on sait que souvent c'est choisi parce que ben on a trois petits loulous et puis voilà, donc c'est plus facile de garder les enfants, etc. Donc on va conseiller aux gens bah, de dire de pas de continuer à voir le jour et puis à partir du moment où je sais pas ils retournent chez eux, bah, pendant qu'ils font leur petit déjeuner, bah, qu'ils mettent des lunettes de soleil de façon à préparer l'endormissement. Et surtout après de dire de voir avec eux est-ce qu'ils ont un environnement calme, ça c'est autre chose, mais est-ce qu'ils ont possibilité de bien faire le noir dans leur chambre? Mm. Ça, c'est Donc on va leur important. dire, est-ce que vous avez éventuellement, moi je sais que c'est le conseil tout bête, mais je vais leur dire, est-ce que vous avez quelque chose pour mettre devant les yeux? Je dis, vous voyez bien quand les gens prennent l'avion, bah, ils mettent un petit cache devant leurs yeux pour éviter d'avoir la lumière qui filtre à travers les paupières. On sait que malheureusement, dans des histoires un peu sordides où on veut faire parler la personne, on la laisse exposer à la lumière tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est des petites choses que l'on va dire, savoir ce qu'on veut, vigilance ou pas vigilance, quoi. Voilà, Dormir dans l'obscurité, c'est extrêmement important. Mm. voilà. Il y a des questions dans le chat. Est-ce que le risque de désynchronisation est augmenté avec la durée du travail de nuit? Le risque de désynchronisation, il est surtout augmenté avec le type avec la fréquence d'exposition au poste de nuit. C'est-à-dire que vous allez potentiellement, si vous êtes dans un cycle de travail avec des rotations très très rapides, deux matins, deux après-midi, deux nuits, quatre repos, vous n'êtes pas sujet à la désynchronisation. L'horloge biologique, elle a une certaine inertie et elle va mettre plusieurs jours, hein, comme on l'a vu sur une diapositive avec les travaux de l'équipe anglaise, plusieurs jours à se décaler. Donc cette désynchronisation, finalement, elle est plus liée à la fréquence de rotation que à l'exposition sur le long terme. Par contre, l'exposition sur le long terme, selon le type de travail de nuit que vous allez faire, vous allez avoir des effets néfastes sur beaucoup de paramètres de santé, hein, clairement. Et après, est-ce que la lumière des usines équivaut à la lumière du soleil? Ben, ça dépend quelle est la qualité de la lumière dans l'usine. On peut reproduire aujourd'hui la lumière du jour dans les usines. Voilà. Mm. Heureusement, parce que les gens qui vivent en obscurité complète dans en Antarctique ou voilà où il y a les nuits permanentes, heureusement qu'ils ont la lumière à domicile, hein, la lumière artificielle. Mm. Très bien. Si pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire.